On répond directement au du sujet, donc les présences sont déjà faites par Michel. Je vais essayer un peu de prendre la dernière question, parce que c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui un peu. Bon, je ne vais pas rester sur des questions. Je vais pas rester sur des questions d'atomes, ça sert à rien. On a deux experts avec nous très pointus, très techniques, donc je vais rentrer directement au vif du sujet. Je vais orienter un peu la discussion sur l'IA. Oui, il y a du big data, il y a du cloud. Pour moi, dans mon point de vue, c'est que, juste pour faciliter un peu rapidement un peu l'exposer à tout le monde, vous l'avez mentionné, l'IA, c'est pas juste des API qu'on colle parce qu'il y a un modèle derrière. L'IA, ça reste quand même un système sur lequel on doit donner énormément de données, le fameux big data. On doit entraîner un modèle, donc il y a des besoins de trop de compute, énormément de compute qui coûtent super cher. Donc les PME, surtout un peu notre panoplie en Afrique, c'est surtout des PME qui ne peuvent pas un peu payer ce luxe-là d'avoir un compute aussi coûteux que ça. Et à la fin, on prend tout ça, on entraîne ce bébé pour qu'il puisse penser super bien. Et à ce moment-là, on le met, ce qu'on appelle un peu dans le jargon inference, mais d'une façon très simple, c'est le consommer. C'est les fameux API qui a été mentionné par Clément juste maintenant. Donc là, c'est juste un peu les call API, on le consomme, on dit oh super, on fait de l'IA. J'en viens un peu en arrière. La première des choses que je me pose, c'est que, ok, ingérer ces données, c'est quoi la situation aujourd'hui? Je précise bien un peu pas en Afrique parce que chaque État il a sa propre stratégie. Et c'est quoi la situation de l'open data? Merci d'animer cette table ronde. Je remercie également les participants. Alors, votre question, c'est sur l'utilisation de l'open data en Afrique. Alors, avant de répondre à votre question, je vais faire un parallèle avec un webinaire que j'ai animé il y a 2 semaines sur l'utilisation de l'IA. En quoi est-ce que l'intelligence artificielle permet-elle aux PME ivoiriennes d'être compétitives? Alors, moi je dirais que oui, en Afrique, tout le monde parle de l'IA, tout le monde parle de l'open data, mais sans savoir qu'un des prérequis à l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est déjà d'avoir des outils qui vont permettre d'utiliser cette donnée et même collecter aussi, on va dire, enrichir ces bases de données. Et donc moi, mon constat aujourd'hui, c'est de dire, bah, oui, on veut se lancer dans l'intelligence artificielle, mais commençons d'abord par nos programmes de digitalisation qui sont encore en phase de... qui sont au début, hein, on va dire, parce qu'en Afrique, je n'ai pas encore le baromètre de la digitalisation en Afrique, mais avant même de parler de l'OpenIA, de l'intelligence artificielle, c'est déjà finaliser les programmes de digitalisation qui sont en cours. Voilà, donc oui, l'OpenIA, on l'utilise, c'est pas sans risque. Ça apporte aussi des vulnérabilités, donc des risques. Et donc, oui, utiliser, on va dire l'OpenIA, mais prendre en compte les risques que cela peut engendrer. Si on prend ces données-là qui sont un peu en open, donc sont accessibles à tout le monde, est-ce qu'il y a une manière, et la question est pour toi Clément, est-ce qu'il y a une manière de pouvoir bidouiller, si je peux me permettre ce terme-là, à injecter ces données dans un modèle existant pour pouvoir un peu le détourner de son fonctionnement, donc si on arrive un peu à pouvoir l'attaquer indirectement? Je pense que c'est même essentiel ce que tu dis là, un peu Faisal. Aujourd'hui, quand tu regardes un peu pour les boîtes qui commencent à faire de l'IA, et puis surtout un peu ici chez nous, en arrière, j'ai regardé juste avant là de venir entre Abidjan, Paris et Paris pour venir ici, typiquement sur un peu Hugging Face. Hugging Face, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu l'endroit où on peut retrouver absolument énormément de choses, énormément de modèles ensuite qu'on peut venir prendre. Et ensuite, bah, sur ce modèle-là qu'on va prendre, bah, par exemple, entraîner sur un jeu de modèle spécifique. Bah, j'ai un peu regardé, on avait, si tu veux, tu n'as encore que très peu de données qui viennent directement sur le continent. Et donc la vraie question, c'est comment demain, avec ce qu'on a, aujourd'hui, aussi bien que tu sois, par exemple, un peu un ministère, que tu sois même aussi une grande entreprise, prenons un peu un cas assez concret, parce que celui-là, je l'ai rencontré dernièrement dans une banque, que je ne citerai pas, où je discutais un peu avec
3 gars aujourd'hui qui s'occupent aujourd'hui de tout le côté B2B et tout le côté B2C. Ils disent qu'aujourd'hui, si on veut nous-mêmes être compétitifs, on a besoin d'avoir des chatbots, mais des chatbots très évolués. Et donc dernièrement, ils ont commencé un peu à se pencher sur un sujet qui est, en tout cas sur un cas d'utilisation qui est assez intéressant. Mais ils ont vu qu'ils n'avaient pas toutes les données nécessaires et surtout entraînées, mais ça on reviendra un peu sur le compute tout à l'heure, ils sont allés prendre des choses qui se faisaient du côté de l'Europe. Et ils se sont rendus compte que derrière, là où ils devaient venir rendre un service un peu à ses citoyens, spécifiquement dans ce pays-là, ça ne collait en rien à la réalité parce que les données qui avaient été prises ne correspondaient pas du tout à la réalité locale. Et donc ça posait un peu la question de comment, à partir d'un certain moment, on commence d'ailleurs ne serait-ce que petit à petit, mais surtout aussi, est-ce qu'on a les bonnes infrastructures, parce que quand on parle aujourd'hui un tout petit peu d'IA, de Big Data, c'est bien de les avoir, mais si on n'a pas des machines, si on n'a pas aussi un peu, que ce soit des serveurs, mais aussi un endroit où on peut les mettre, ça encore, c'est autre chose, quoi. Exactement, parce que c'est une très bonne transition, parce que le deuxième point qui est cloud, je vais un peu dévier un peu. L'IA, si on veut un peu entraîner sur le cloud, ça coûte cher, c'est centralisé, c'est des grosses corporates. Quid du decentralized GPU? C'est-à-dire à la place de pouvoir faire tourner notre modèle, entrer notre modèle sur un data center avec une puissance qui va coûter cher, qui est dans pas forcément en Afrique, on n'a pas beaucoup de data centers cloud en Afrique, c'est de changer un peu le paradigme, à dire on a des petits GPU dans plusieurs PC, pouvoir les récupérer et de renvoyer un entraînement en mode décentralisé. Est-ce qu'on est sur cette réflexion pour essayer d'adapter l'entraînement des modèles pour ne pas juste être un consommateur d'un inference tout court, et c'est pas de l'IA, qu'on soit réaliste, c'est de la consommation. Est-ce qu'on est dans cette tendance, est-ce qu'on est dans cette pensée en Afrique? Alors, des informations dont je dispose, c'est qu'aujourd'hui, pour parler de la partie IA, il y a on va dire, il y a l'Union africaine qui travaille sur l'harmonisation de l'utilisation de l'intelligence artificielle au niveau africain. C'est en cours, hein, c'est une démarche, on va dire. Mais au niveau africain, savoir qu'il y a une démarche, oui, par le NEPAD, mais je ne pense pas que ce soit... Si je comprends bien, s'il y a une démarche, il y a une volonté, je crois que ça va commencer. Mais si je prends un peu le dark side, je reviens vers toi, sur la partie dark side. Est-ce que les gens qui ont un peu, on parlait tout à l'heure, parce que l'enfant, il y a 160 groupes de ransomware, partant de 10, est-ce qu'ils utilisent un peu aussi ce mode de décentralisation pour faire l'attaque au mode GPU, un peu ce qu'on fait dans l'IA? Juste pour faire connexion un peu rapidement sur la ransomware. Ouais, on va commencer, juste un peu sur ta question quand même initiale, qui est totalement pertinente, mais là encore, ça pose un peu la vraie connaissance du sujet qu'on est en train vraiment de traiter. Aujourd'hui, tu as beaucoup qui vont essayer de parler d'IA sans vraiment comprendre tous les concepts derrière un peu sous-tendent, qui vraiment sous-tendent aujourd'hui le fait de faire vraiment de l'intelligence artificielle, d'avoir des monnaies, d'avoir des données, de pouvoir un peu les computer, d'aller récupérer des informations assez spécifiques pour ensuite venir rendre, tu vois, les fameux un peu GPT, parce qu'en fait GPT, il faut le dire, du coup il n'y a pas ChatGPT, mais un GPT c'est quelque chose spécifiquement, mais quand ils n'ont pas ce niveau d'information là, c'est très compliqué d'avoir un peu cette réflexion. Mais à l'inverse, pour reprendre la suite de ta question, dans les milieux cybercriminels, les gars ils sont très avancés. Très avancés dans la mesure où aujourd'hui ils prennent un peu l'IA comme un vrai faire-valoir, qu'on se le dise les choses. Et d'ailleurs aujourd'hui tu as de plus en plus de têtes qui sont un peu lancées par rapport à ça. Il y a du coup il y a vraiment un peu quelques GPT, quelques IA dont je peux parler comme DarkGPT, comme BERT, comme aussi un peu HackerGPT, où c'est très intéressant. Ils sont un peu allés récupérer, typiquement ils ont un peu scrollé GitHub. Je parle vite parce que j'ai plus beaucoup de temps, il va falloir que je parte. Ils sont un peu allés récupérer tout ce qui se passe un peu dans GitHub, et sur GitHub tu retrouves beaucoup d'informations. Puis après, spécifiquement, quand on parle un peu du côté hacking, du côté un peu ransomware, ils ont pris les choses, ils les ont entraînées. Aujourd'hui, tu as des modèles qui sont accessibles ou non, mais quand tu mets la main là-dessus sur les bancs, vraiment c'est assez bluffant. Et pire encore, tu te dis que dans l'évolution des choses, ça risque d'être assez compliqué en termes un peu de défense, mais ça risque d'être compliqué en termes de défense si on ne met pas en face aussi ce qu'il faut pour venir un tout petit peu par essai, quoi. On reste encore que très peu
cantonné à des choses, mais il faut vraiment, think out of the box, penser différemment pour pouvoir faire demain un peu de la défense. Et donc dans ces milieux un peu du côté un peu dark side, c'est là quand même que tu te rends compte, tu te dis quand même que les gars dans ces différents milieux, il y a un vrai travail de R&D, de recherche et développement qui est fait pour un peu produire ça et surtout te dire dès à présent comment on prend l'IA, comment on s'aide de l'IA pour que nos attaques demain soient encore beaucoup plus furtives, beaucoup plus impactantes qu'elles ne le sont déjà. Moi, j'aimerais rajouter encore, je reviens encore une fois sur la partie digitalisation. Avant de parler même d'intelligence artificielle, il faut pouvoir déjà collecter la donnée. Et aujourd'hui en Afrique, sauf erreur de ma part, on n'a pas de base de données, on va dire, création de base de données méga qui permettent de collecter beaucoup d'informations. Déjà, on n'a pas ces outils-là, on n'a pas cette base de données qui va pouvoir être enrichie par tous les pays africains. Donc même avant de parler d'IA, après ça c'est ma position et c'est mon point de vue, c'est déjà de travailler à comment on collecte les données, d'où viennent les données, la fiabilité aussi des données. Aujourd'hui, c'est, comme je l'ai dit précédemment, ce sont des discussions, c'est une démarche qui est initiée par l'Union africaine, mais bon, c'est encore en pleine réflexion. Tout à fait, parce que, comme on a dit au départ, l'IA, ça commence avec des données, donc il faut déjà avoir la disponibilité de ces données-là. Si on va avoir une IA continentale qui s'adapte à notre culture, à notre manière, etc., il faut qu'on ait des données aussi qui reflètent notre culture. Puis il y a un gros travail. On a discuté juste entre midi et deux, tout à l'heure avec des collègues sur l'OpenAI, la stratégie et les données sont. Elles existent, ils sont obsolètes. Bon, obsolètes. Une partie, donc oui, il y a un gros elles existent, il faut le dire, elles existent les données. C'est juste qu'elles ne sont pas encore, pas vraiment capitalisées là-dessus. Tout à fait. Et centralisées, nettoyées et mises à disposition pour que ce soit vraiment dans le process OpenAI. Mais si je reviens un peu sur la partie cloud, je veux juste un peu faire un jump rapide parce qu'il y avait une question tout à l'heure sur la partie ransomware. Et je poserai deux questions comme ça vous pouvez honorer votre engagement. La première question c'est sur la partie cloud. On sait très bien que le ransomware, comme il a été mentionné tout à l'heure, c'est le fait de loquer via un cryptage. Pour pouvoir décrypter, il faut une clé. Pour avoir la clé, il faut payer. Si je le fais pour. La question c'est que si on a du cloud, qui est en général un système, parle un peu sur les top 3, top 4, c'est un système que par définition c'est crypté. Est-ce que ça protège un peu des ransomware? Est-ce que le fait d'héberger nos applications sur du cloud, on est plus sécurisé contre les ransomware que de l'avoir en on-prem, chez nous? Absolument pas, bien au contraire, c'est encore pire. Aujourd'hui, tu as beaucoup qui vont faire du cloud alors que déjà un peu ils maîtrisent pas, tu vois, ton on-prem. En fait, le cloud en plus, c'est... Il y a deux manières de faire du cloud. Soit tu fais du cloud, ça veut dire que tu prends absolument tout, si on prend... Non, je ne vais pas encore les citer, mais je peux en citer 3-4, mais quand tu migres un peu vers le cloud, ça nécessite quand même que tu maîtrises absolument toute ta chaîne de bout en bout, tu maîtrises aussi un peu le end-to-end encryption, mais si tu viens jouer de l'encryption sur de l'encryption, tu chiffres absolument tout. Ça nécessite aussi que tu puisses prendre au niveau du contrat, pour avoir travaillé avec certains clients, certains se disaient, tiens, on est parti un peu dans le cloud, tout va bien, mais après, hélas, quand l'attaque est survenue, que tu commences un peu à voir ce qu'ils avaient un peu coché ou acheté, tu avais beaucoup d'options qui n'avaient pas été vraiment cochées. Donc finalement, ça ne servait absolument à rien. Pire encore, pour certains qui font un peu demain, qui veulent faire un peu du cloud ou qui vont sur le cloud, tu as tout un tas de choses qui est fait, mais hélas, ils ne prennent pas le temps de bien configurer tout ça. Ce qui fait que quand tu regardes un peu tous les politiques, surtout de sécu, tu n'as vraiment que du default. Et le default, quand tu es assez... quand tu as un tout petit peu fait ça, que tu connais un peu comment ça fonctionne, tu vas lire un peu la doc, tu retrouves tout ça pour un peu rebondir, quoi. Donc faire du cloud, ne te désengage pas et surtout ne t'astreins pas de te prendre un ransomware si déjà à la base tu ne mets pas tout ce qu'il faut pour être sécure. Surtout, il y a un point qui est assez important que beaucoup de gens, quand ils font du cloud, du multi-cloud, ils l'oublient, c'est une shared responsibility. C'est une responsabilité partagée, c'est pas de la délégation de responsabilité. Exact. Je ne suis pas en train de transférer de la responsabilité. C'est pas parce que tu vas venir chez moi que tu es bon. Le partage de responsabilité fait qu'il y a une partie qui est toujours chez ce client-là, qui consomme le cloud, et qui doit, comme vous l'avez mentionné, cocher un peu les bons cases, faire la secure by design, toute la partie renforcing ou hardening de son système. Alors, moi
j'aimerais revenir sur un sujet, sur la partie chiffrement dont tu as parlé Clément. C'est qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de contrats cloud où tu as la clé de chiffrement qui est détenue par le cloud provider. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde se repose sur le cloud provider sous prétexte que lui, il a la clé, on va dire la clé de chiffrement mère qui permet de déchiffrer les données. Or, si tu ne prends pas l'option de gestion des clés de chiffrement du cloud provider, en guillemets, tes données ne sont pas chiffrées, donc peuvent faire l'objet d'attaques et de demandes de rançon. En fin de compte, sur ce volet-là, il y en a deux, et ça tombe bien parce que c'était la dernière question à Clément, c'est qu'il y a deux choses. Il y a le fait de protéger déjà les clés. Là, par contre, il faut avoir ce qu'on appelle un HSM, donc un vault super sécurisé. Si on prend les clés, tout ce qu'il faut derrière. Donc, il faut un HSM quand même, parce que si on met les clés, même en cloud, et qui ne sont pas bien sauvegardées et protégées, on a un problème. Le deuxième point, c'est que, heureusement, la majorité des clouds, ils ont un certain niveau de maturité, ils peuvent utiliser des systèmes, ce qu'on appelle les enclaves. Par contre, le décryptage et les faits au niveau CPU très pointu, à tel point que quelqu'un qui a la main sur l'OS ne peut pas toucher un peu la clé de déchiffrement. Donc ça protège. Mais ça reste juste un truc qu'on est en train de jouer sur la surface d'attaque. Pas plus que ça. Et c'est un peu là où j'appelle un peu le crypto, la recherche que vous faites au niveau crypto. Quid du homomorphe, parce qu'il y a parmi aussi les points qui sont assez intéressants dans le cloud, c'est qu'il y a une notion qui était assez intéressante créée, si je ne me trompe pas, IBM, qui est un peu la partie homomorphe où je peux faire des opérations cryptées en cloud sans livrer la clé. On sait très bien que ça reste de la recherche. Mais par contre, un article que j'avais lu, ça fait quelques temps, c'est que, bon, je vais le citer même si j'aime pas trop faire un peu Microsoft a pu tester le homomorphe sur le machine learning. Parce que c'est du code, parce que c'est des modèles, donc c'est plus facile de faire du homomorphe dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui commence à se développer? Allez, tu sais quoi, on va faire encore un peu de l'inception sur ce que tu viens de dire. Certes, il y a un peu de l'homomorphe qu'on commence à voir de part et d'autre, mais il se passe quoi si demain le quantique arrive? Demain le quantique aujourd'hui sur la table, parce que c'est aussi un peu le moment d'en parler, en tout cas d'ouvrir le champ des possibles et le débat autour de ça. Avec le quantique, typiquement tout ce qu'on connaît aujourd'hui un peu de nos système de crypto, que ce soit surtout de l'asymétrique avec du RSA, avec vraiment le fait un peu d'avoir des clés, tout serait un peu cassé. Donc ça mettrait deux choses en perspective que moi je livre. Ça veut dire qu'en tant qu'attaquant, enfin quand on est un peu un groupe de ransomware, si demain, avec d'où aussi l'intérêt, je reviens un peu sur la première table ronde, mais de manière générale aussi un peu pour partager, quand je fais un peu des réponses à incidents, de toujours avoir un peu ce qu'on appelle du coup du CC, un peu du coup des copies carbone. Ça permet que même si on n'a pas la clé X temps, on pourrait l'avoir un peu dans le futur. Ça permet aussi beaucoup de choses. Mais sur le point, les deux points que j'évoquais, est-ce que si demain on a un algo de chiffrement qui est soit maison vraiment en black box ou quelque chose qui est très connu, on ne pourrait pas le casser. Mais ça pose aussi un peu la question de demain, à quoi vont ressembler un peu nos attaques de type ransomware? Est-ce que le ransomware lui-même va être évoluer, enfin en tout cas va être amené à évoluer? Ça je le pense, mais ça aussi il faudra un peu commencer à se positionner par rapport aussi bien sur le technique, mais par rapport aussi un peu au matériel, parce que ça aussi c'est vrai que j'en parle très peu, qu'on en parle aussi très peu, mais tu as le fait d'avoir aussi du matériel secure, avec tout un tas de process, de compute aussi qui peut aussi ralentir fortement le chiffrement d'un parc. Et surtout, il y a un point qui est assez intéressant, et j'ai bien noté, parce que c'est un peu exactement ce que je t'ai noté, c'est qu'au-delà du fait de pouvoir déchiffrer, etc., c'est que les gens ils oublient aussi, au-delà de la partie quantum, qu'on pourra déchiffrer un peu la majorité des codes cryptés aujourd'hui, mais on oublie que la majorité des gens aussi peuvent faire ce qu'on appelle Harvest Now Decalculator ou Save Now Decalculator, qui est tout simplement dire ok, oublions un peu le fait qu'on ne peut pas aujourd'hui décrypter, je peux sauvegarder les données cryptées, je les laisse dans un coffre, le jour où j'aurai assez de puissance, parce que ça va coûter moins cher, parce que ça va être simple à acquérir, je peux décrypter. Et 80% des données qu'ils ont cryptées, ils sont toujours utilisables. Donc oui, il y a aussi cette contrainte, cette problématique. Et la question est pour vous, Esata, c'est que
Est-ce qu'il y a un moyen de se protéger contre ça, cette idée de dire je ne peux pas décrypter aujourd'hui, c'est pas grave, je sauvegarde les données cryptées. Le jour où j'aurai la puissance, parce que ça coûte moins cher, parce que c'est dématérialisé et que le matériel devient plus accessible, je peux décrypter et les données sont toujours accessibles. Alors avant de parler de je vais crypter, je vais sauvegarder, il faut déjà pouvoir avoir la main sur sa clé du chiffrement. Je reviens encore là-dessus, hein, parce que dans les différentes missions que j'ai pu mener, la vraie question du cloud, c'est comment j'accède à la clé de chiffrement de mes données ou de ma base. Et donc, si cette réponse elle est déjà, comment on appelle, résolue, on peut penser à parler de quantique ou à parler d'autres choses. Donc aujourd'hui, oui, on peut mettre tout en place, on peut faire des prévisions, sauvegarder des données, travailler sur le cryptage de ces données. Mais moi, ma question, encore une fois, je reviens, c'est de dire comment je gère la clé de chiffrement de mes données. Comment je deviens à un instant T propriétaire de mes données. Et pour être propriétaire de ces données, c'est savoir comment on le chiffre. Or, aujourd'hui, avoir une PKI au sein de son entreprise, ça a un coût. La PKI va s'appuyer sur un serveur, et ces serveurs, encore une fois, il faudrait qu'ils soient, on va dire, sécurisés. Quand je dis sécurisés, mise à jour, et j'en passe. Donc, pour faire un parallèle avec les demandes de rançon, ou on va dire, attaque de ces données, il faut avoir des outils qui sont eux-mêmes déjà sécurisés. Et durant un peu, si je prends juste un exemple concret que vous pouvez un peu citer selon votre expérience par rapport avec plusieurs clients, est-ce qu'il y a beaucoup de clients qui font le Beyond Your Own Key dans le cloud ou c'est parce que j'ai déjà vu, j'ai fait des années un peu aussi en cloud, pure technique, où j'ai vu des clients qui disent oui c'est pas mal, je chiffre mes clés avec une clé que je génère moi-même. Mais la clé est générée par le cloud provider, stockée dans un vault cloud provider qui chiffre les données du cloud provider. Enfin, à la fin, je ne vois pas la différence entre ça et que lui, juste qu'il ne t'affiche pas la clé, qu'il l'a en back. C'est presque le même risque. Parce qu'il y a des clients qui ont ce réflexe de bien comprendre qu'un bloc, un Beyond Your Own Key, c'est que, comme vous l'avez mentionné, c'est une clé que j'ai générée, que j'ai protégée et que j'ai juste sauvegardée pour être utilisée par un système cloud. Alors oui, j'ai eu des clients qui ont pensé, hein, et notamment c'est des grands comptes hein, qui ont des fortes contraintes, on va dire réglementaires, donc qui font qu'ils doivent se pencher sur la question. Mais encore une fois, c'est une question de coût, c'est une question de risque, c'est une question de qu'est-ce que je veux protéger. Aujourd'hui en cybersécurité, on a la balance entre je dois mettre en place des solutions de sécurité et je dois protéger mes données. Donc oui, il y a des réflexions qui sont menées, il y a des entreprises qui ont essayé de les faire, notamment dans le secteur bancaire, puisqu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une tendance qui est d'aller maintenant dans du move to cloud, de public cloud. Donc pour aller dans le public cloud, on a beaucoup ces questions de sécurisation de ces données. Et je connais deux ou trois qui l'ont fait. Ils ont pensé à la question, ils ont mis en place des dispositifs, mais bon, c'est des gens hein, qui ont beaucoup de moyens et qui se sont permis d'opter pour cette solution. Merci, Sata. Toute dernière, après je vous libère. Le futur de la confidentialité de données, est-ce que c'est plutôt dans le blockchain? Est-ce que c'est dans la quantum avec toute la partie cryptage, décentralisation? Comment vous pensez un peu dans le futur, se projetant un peu sur une dizaine d'années après? Au futur même proche, aujourd'hui, c'est bien que tu évoques un peu, Faisal, le côté un peu blockchain. Aujourd'hui, tu as de plus en plus de solutions, de plus en plus d'applications qui tournent un peu autour, tu vois, de ce côté-là, décentralisation. D'ailleurs, un peu projet avorté un peu dans l'œuf. On avait parlé énormément du Web3, puis après il y a eu vraiment une grosse hype autour du Web3 avec vraiment des applications assez intéressantes. Mais là, je pense que le Web3 a été très rapidement balayé parce que tu as eu derrière l'IA qui est revenue. Mais là, petit à petit, quand tu en tout cas lis des papiers de recherche, tu as de plus en plus de choses un peu qui se font basées sur la blockchain. Et puis surtout aujourd'hui, le fait de pouvoir décentraliser, d'avoir plusieurs machines qui puissent un peu rendre, tu vois, ton infra un peu plus d'ailleurs, comment dire, résiliente, parce qu'aujourd'hui, c'est le vrai terme recherché par
plusieurs éditeurs, mais aussi quand on est responsable, comment on va rendre un peu mon infra résiliente. Ça veut dire que si demain j'ai une attaque à un point bien spécifique vraiment de mon infra, toute mon infra ne tombe pas. Vraiment rechercher ce fameux single point of failure, vraiment le fameux SPOF. Ce SPOF-là, comment j'essaie vraiment, avec différentes méthodes, de le répliquer, histoire que même si demain j'ai une attaque, je puisse la limiter au maximum. Puis après, tu as aussi d'autres choses. Tout à l'heure, j'ai commencé à l'évoquer très sommairement, mais vraiment toute la partie un peu quantum qui va aussi venir littéralement changer notre manière de faire un peu de la cyber, et d'ailleurs ça j'y crois vraiment. Après il faut quand même se dire une chose sur le côté un peu quantum aujourd'hui. Quand on est universitaire, bah, les gars ils sont quand même à un autre niveau parce qu'ils bouffent que ça, mais c'est pas du tout la réalité du terrain lorsque tu es en entreprise. Pareil aussi, on dit que demain en effet avec le quantique on va pouvoir péter absolument tout. Certes, mais ça, demain on va pouvoir péter tout, ça veut dire que quand tu vas être un peu une agence de rance, une agence gouvernementale, parce que tu vas pouvoir te le payer. Mais toi en tant que citoyen, tu pourras pas parce que ça va encore coûter cher. Par contre, le jour où tu commences à voir, comme ici, tu vois différents laptops ou sur ton téléphone, ces applications-là, là, ça va changer. Donc, on est vraiment sur des... quand on se projette, enfin, ce que tu disais un peu, vraiment, moi, je dirais plutôt sur du moyen et du long terme, pas du tout sur du court terme. Certes, le court terme peut-être pour des agences, pour des gouvernements, mais pas du tout pour le citoyen lambda, l'entreprise lambda. Merci beaucoup, Clément. Merci, Sada. Un dernier mot. Dernier mot, c'est que après ça c'est mon avis. Hein. J'ai l'impression que en Afrique on est plus sur l'intelligence artificielle. On veut toutes les entreprises veulent aller sur de l'intelligence artificielle et dans le cloud. Mon dernier mot, c'est de dire de prendre ces sujets-là comme des projets ou même des programmes. Et que c'est pas forcément l'intelligence artificielle ou le move to cloud qui est la réponse à la cybersécurité. C'est de bien penser son projet et puis mettre les bonnes mesures. Et surtout de l'adapter à son contexte. Merci beaucoup. À vous et merci à toi Faisal et à Mohamed juste avant qui avait vraiment modérer la table ronde, parce que je vois vraiment que vous avez travaillé et ça plaît beaucoup, et puis ça permet vraiment d'avoir un débat un peu plus intéressant, même si moi je rentre toujours dans l'art, en tout cas j'apporte d'autres points de vue. Merci aussi. Merci à vous, merci très bien.